Bienvenue dans l'événement du dimanche, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission de l'année 2024. Très belle année à tous. Notre premier invité pour cette première émission de l'année, Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président du parti Reconquête, ancien candidat à la présidentielle. 1 heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger ce dimanche. Nicolas Doménac, bonjour. Bonjour. Et François Langlais pour la partie économique notamment. Une émission, je vous le rappelle, à suivre également en direct sur tous les réseaux sociaux. TF1 Info, de nombreux sujets abordés avec vous aujourd'hui, Éric Zemmour. Mais d'abord, le premier d'entre eux, l'actualité. Les rumeurs d'un probable remaniement continuent de planer au-dessus du gouvernement. Au centre des interrogations, la question du maintien ou pas d'Elisabeth Borne, la première ministre, alors que fuitent déjà d'éventuels prétendants pour la remplacer. Alors, première question, selon vous, Elisabeth Borne doit-elle partir ou à l'inverse, peut-elle rester ? Je vais vous dire la vérité, je n'arrive pas à m'intéresser à ce sujet. Je vois bien que ça s'agite. Vous regardez ça un peu de près quand même. Je regarde bien sûr, mais vous savez, je vais vous dire, à chaque fois que Emmanuel Macron est en difficulté, il remanie le gouvernement. Ou ça, il change de Premier ministre, ou il change... Alors, on a bien compris maintenant la technique, c'est il passe de droite à gauche ou de gauche à droite. Alors, rien que pour le second mandat, il est d'abord passé de droite à gauche, et puis maintenant, il est passé de gauche à droite. Bon, peut-être que là, il va repasser de droite à gauche, mais vous savez, il tourne, et puis... Les noms de Sébastien Lecornu, les noms de Gabriel Attal, ou encore de Julien de Normandie circulent. Je vous dis, vous savez, si vous changez le « en même temps » tous les jours, vous revenez au « en même temps ». Ça, c'est la malédiction d'Emmanuel Macron. Selon vous, qu'est-ce que ça dit sur la suite du quinquennat, c'est-à-dire sur les 3 ans qui restent à venir, ce remaniement, cette nécessité de relancer de façon régulière le quinquennat? Si vous voulez, on a bien compris que Emmanuel Macron était handicapé par le fait d'avoir une majorité relative, même si on sait bien, vous et moi, que la Constitution de la Ve République, en vérité, a été faite pour pallier justement aux majorités relatives qui étaient classiques auparavant. Bon, voilà, donc à chaque fois qu'il a une difficulté, je vous dis, franchement, on ne va pas passer 3 heures là-dessus, parce que j'estime que c'est sans grand intérêt. Ça serait un non-événement selon vous? Pour moi, ça va être un non-événement, parce que, je vous dis encore une fois, il passe de gauche à droite, de droite à gauche, mais le pendule de l'hypnotiseur n'endort plus personne, quoi. Il ne fait plus illusion. Ne passons pas des heures, mais malgré tout, quand même, Nicolas, sur une dernière question sur le sujet. À votre place, Jordan Bardella, lui, voyait plus loin, imaginait une dissolution, et même sa présence, sa nomination à Matignon. Ça a une crédibilité pour vous? Première question. Non. Alors, cependant, si ça arrivait qu'il vous proposait de faire partie de son gouvernement, ça serait quelque chose d'envisageable. Voilà, je ne suis pas dans ces hypothèses. Vous ne voulez pas vous projeter dans un gouvernement auquel participerait moi, vous Jordan savez, Bardella. je me fie d'abord aux résultats électoraux. Alors après, on verra les projections. Alors, remaniement ou pas, quand, ça on ne le sait pas, toujours maître des horloges, le président de la République, qui prépare dans le même temps, on le sait, son grand rendez-vous avec la nation. Il avait évoqué ça avec notamment nos confrères du Monde, cherche à rétablir l'autorité avec une série de mesures, nous dit-on, comme l'uniforme à l'école ou le service national universel. On va y revenir, mais d'abord, François, sur ce sujet. La question qui se pose, au fond, justement, vous évoquiez les changements de pied d'Emmanuel Macron. Tout récemment, il a quand même pris, disons, une nouvelle posture, notamment lors de ses vœux, en exaltant la nécessité de rétablir l'autorité dans le pays. L'autorité, c'est pour lui un rôle un peu nouveau. Pour autant, on peut penser qu'il a pris la mesure de cette demande d'autorité qui est documentée par tous les sondages, etc., tous les experts. Est-ce que ça ne rétrécit pas un peu votre espace politique, à vous, qui avez fait de ce sujet l'un de vos traits dominants? On peut inverser votre raisonnement. On peut dire que, tout simplement, ça me donne raison, ça donne raison à ma campagne. Je voyais, par exemple, les propositions de M. Attal sur l'école, qui sont calquées sur celles que j'avais présenté pendant la campagne présidentielle, en tout cas en partie. Donc, si vous voulez, moi, je pense au contraire qu'il légitime ce que j'ai dit pendant la campagne. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Pardonnez-moi, que la campagne n'a pas été fructueuse pour vous. Donc ce message, avec vous, il n'est pas passé.
Donc c'est pas le sujet. On va pas revenir sur le passé de la campagne. C'est vous qui l'évoquez. Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je réponds à votre question. Vous me dites, ça rétrécit votre espace. Moi, je vous dis, au contraire, ça me l'élargit. Parce que ça le légitime auprès des lecteurs qui pouvaient croire au discours médiatique sur, oh là là, Zemmour, c'est horrible. Alors, quand c'est un macronien qui le fait, ça peut dire aux électeurs macroniens, vous voyez, ce n'est pas aussi horrible que ça. C'est ça que je voulais répondre à ça. Je vais vous raconter une anecdote très simple. En 1980, Jean Le Canuet, qui était ministre de Valéry Giscard d'Estaing, déclarait « Il est inutile de voter pour François Mitterrand, l'adversaire socialiste de l'Union de la gauche, puisque Valéry Giscard d'Estaing applique le programme de la gauche. » C'est de constater que ça n'a pas fonctionné. Eh ben, c'est bien c'est ma réponse à monsieur. Oui, mais vous évoquiez Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a pris effectivement un certain nombre de mesures, l'interdiction de l'abaya, par exemple, les sanctions pour les élèves qui ne respectent pas la laïcité, et il a bénéficié immédiatement d'un crédit, quand même, qui politiquement, je reprends sa question, vous pose problème, puisque ça montre qu'ils peuvent incarner cette voie-là. Mais attendez, tout le monde peut incarner cette voie-là, à partir du moment où il est convaincu et il veut le faire. Maintenant, il faut le faire. Je dirais même, pour moi, l'essentiel dans ce qu'a dit M. Attal, et j'attends une concrétisation réelle, je n'en suis pas sûr, malheureusement, je crains que ça soit que de la com et qu'il cède face aux résistances, c'est les classes de niveau. J'avais dit pendant ma campagne que la mère de toutes les batailles, c'est la suppression du collège unique. Les classes de niveau, ça veut dire, en vérité, M. Attal n'ose pas le dire parce qu'il a peur des syndicats, ça veut dire en vérité la fin du collège unique. Donc, il faut effectivement abolir le collège unique et rétablir partout, dans toutes les matières, et pas seulement, comme dit M. Attal, en français et en mathématiques, dans toutes les matières, des classes de niveau. Si nous faisons cela, moi, j'en serais ravi, parce que moi, ce que je fais et ce que je dis, c'est pour ce que je crois, le bien de la France. Si quelqu'un d'autre le fait, mais j'en suis ravi. Et je vous dis, encore une fois, pour moi, c'est mon désaccord avec vous sans doute, ça ne rétrécit pas un hypothétique espace politique, au contraire, ça le légitime. Et pour poursuivre la question de Nicolas, sur les propositions, ce que veut mettre en place le ministre de l'Éducation, il y a l'uniforme à l'école. Une expérimentation doit avoir le jour. On sait que vous êtes favorable à l'uniforme à l'école. N'est-ce pas finalement peut-être un mirage de croire que cela résoudra toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui à l'école et au collège? Et par ailleurs, comment vous le financez? Parce que c'est une question pour les familles. Je n'ai jamais prétendu que ça allait résoudre tous les problèmes. C'est un symbole. C'est un symbole d'abord que les différences sociales sont un peu occultées, sans les abolir, mais en tout cas occultées. C'est aussi, ça règle en partie un problème que pose une partie de la population musulmane, avec tous les vêtements qui sont des substituts au voile et qui veulent affirmer... l'abaya était désormais interdite. L'abaya, par exemple. Donc ça règle, mais il y aura autre chose. Donc ça réglera le problème, au moins, de ces vêtements islamiques. Et puis, si vous voulez, comment on le finance? J'imagine que les conseils généraux pourront les aider. Enfin, on trouvera toujours. Vous savez, vu ce qu'on finance, on trouvera toujours. Sur le service national universel, vous êtes pour ou contre? Le ministre des Armées a fermé la porte à un nouveau service militaire. Je savais que les militaires n'en voulaient pas. Pour des tas de raisons d'ailleurs. D'abord parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de centaines de milliers de jeunes dont ils n'ont pas besoin. Puisque le format des armées a changé. Nous ne sommes plus dans les armées de conscription de 1792 ou de la guerre 14. Le ministre des Armées dit on a plus besoin aujourd'hui de cybercombattants que de fantassins. C'est une réalité. Et par ailleurs, moi je ne suis pas contre ce service national. Je pense que tout ce qui... Vous savez, encore une fois, ce n'est pas pour revenir à ma campagne présidentielle, mais j'avais dit pendant la campagne présidentielle, il faut refaire des Français. Nous avons un gros problème, c'est que nous devons refaire des Français. Par tous les moyens. Par l'école, par l'éducation, par des méthodes, par des mesures d'assimilation exigeantes, et aussi par ce service national. Pourquoi pas tout ce qui fera des Français, moi, je l'accueillerai avec faveur. Maintenant, il ne faut pas croire, c'est comme votre question sur l'uniforme à l'école, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Vous savez, une des raisons, j'ai eu en main à l'époque le rapport d'un chef d'état-major à Jacques Chirac, président de la République, qui
lui conseillaient déjà de supprimer le service national parce qu'ils avaient des problèmes avec les jeunes, en particulier de population immigrée et en particulier maghrébine, des problèmes de discipline énormes au sein du service militaire. Et c'est une des raisons qui a conduit Jacques Chirac à abolir le service militaire. Donc ça ne va pas régler de façon miraculeuse les problèmes de désintégration de notre pays et l'émergence, qui n'était pas évidemment aussi nette il y a 30 ans, dans les années 90, des deux peuples que l'on voit aujourd'hui s'affronter et en tout cas se toiser de plus en plus sur notre sol. De ces fractures, évidemment, nous allons en reparler. Mais d'abord, c'est l'une des priorités aujourd'hui des Français et des premières inquiétudes. Le pouvoir d'achat, bien avant d'ailleurs la sécurité et l'immigration. C'est tout de suite le chiffre de l'anglais. Ce chiffre, Éric Zemmour, c'est 3,7%. C'est le dernier chiffre de l'inflation en France, inflation sur un an. Il est en légère hausse, après avoir beaucoup baissé l'année dernière. Est-ce qu'il est temps, est-ce que c'est selon vous le bon moment pour, comme le fait le gouvernement, démanteler les boucliers tarifaires, justement alors que nous ne savons pas encore très bien de quel côté la pièce va tomber, si je puis dire? Écoutez, moi, il me semble que le gouvernement nous ment. Je veux dire par là que j'ai écouté soigneusement Bruno Le Maire et j'ai eu l'impression qu'il nous inventait un concept nouveau, imité du fameux, vous savez, sentiment d'insécurité, c'était le sentiment d'inflation. À l'entendre, j'avais l'impression que les Français avaient un sentiment de hausse des prix, d'inflation, mais qu'il n'y avait pas de vérité de hausse des prix. Je crois le contraire. Si vous voulez, il faut regarder les chiffres précisément comme vous le faites. C'est-à-dire que si l'on prend uniquement les produits alimentaires, on voit qu'ils ont augmenté de 20,6%, je crois, depuis décembre 1921. Vous êtes d'accord ? Ça a été très fort en 2023. Exactement. Et ça va parvenir au niveau, on est d'accord, d'avant décembre 2021. Ça peut baisser un petit peu, mais à la marge. Bon, par ailleurs, les chiffres que vous donnez sont les chiffres évidemment de l'INSEE, mais c'est une vieille querelle sur la pondération de ces calculs qui fait que l'INSEE pondère les produits alimentaires, par exemple, et les produits de grande consommation à 19% de son taux. Pour les classes populaires, c'est bien davantage. C'est bien davantage, c'est 40 à 50%. Vous vous souvenez d'ailleurs, dans les années 70, la CGT avait un tarif... Un indicateur. Exactement, qui était son propre tarif, c'était pas idiot d'ailleurs, et qui pondérait différemment. Bon, en fait, qu'est-ce que c'est l'inflation ? C'est l'impôt payé par tous les Français. Alors chacun le paye différemment. Les riches le payent en maugréant. Les classes moyennes le payent en se restreignant. On fait Noël mais sans le foie gras, ou on fait Noël mais sans les huîtres. Et les classes populaires, les gens les plus pauvres, alors là tombent souvent dans la précarité et vraiment c'est assez grave. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Justement, le bouclier tarifaire, je rappelle, vous me dites, c'est la protection vous avez raison. décidée par l'État pour atténuer la hausse des prix de l'énergie. Vous avez tout à fait raison. Et en ce moment, elle est abaissée, cette protection, parce qu'on estime que les Français peuvent s'en sortir mieux. Oui, enfin, effectivement, vous avez raison. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement depuis 2 ans ? Il a donné des chèques, en gros, pour compenser telle hausse. On comprend bien l'intérêt, c'est qu'il ne voulait pas rentrer dans une logique d'inflation et de salaire, de la fameuse boucle inflation-salaire. Penser et protéger aussi certains Français qui étaient bien sûr, mais je veux dire, c'est pour protéger les Français et par ailleurs, pour ne pas que les revendications salariales soient trop élevées et enclenchent une boucle inflation-salaire qui avait coûté la grosse inflation des années 70 et qu'on avait eu tant de mal à découpler dans les années 80. Bref. Donc je comprends bien l'utilité. Le problème, c'est que on voit bien les limites de ce système. Les limites, elles sont doubles. La première limite, c'est la problème structurel. C'est-à-dire que comment on finance ces aides, comment on finance ces chèques ? On finance ces chèques avec de la dette. Et or, nous arrivons aujourd'hui avec 3 000 milliards de dettes, 110% du PIB, avec des taux qui remontent justement parce que la BCE veut lutter contre l'inflation. Donc, notre endettement va payer de plus en plus cher. Le service de la dette va devenir le premier du budget de l'État. Pas encore, mais c'est possible. Oui. Et pour l'instant, c'est le deuxième quand même, c'est pas rien. Et par ailleurs, nous avons donc un déficit qui n'arrive pas à se résorber. Nous sommes les mauvais élèves de la classe européenne. Par ailleurs, vous avez vu récemment, avec cette histoire de chèques pour les réparations, pour les objets réparés, la perversité de cette politique. Je résume pour les téléspectateurs. Oui, on rappelle ce bonus. Bien sûr. Alors on fait un chèque pour dire aux gens, faites réparer vos objets. Vos chaussures. Ça va vous aider à réparer vos objets. Très bien. C'est une bonne idée. A priori, c'est une très bonne idée. Tout le monde est content. Sauf que le résultat, c'est que
Les réparateurs, eux, comprennent que les gens ont plus d'argent pour payer ça, donc ils augmentent leur à prix. due concurrence. Attendez, le résultat, c'est que personne n'a gagné d'argent, sauf les réparateurs. Et que l'État, ça lui a coûté de l'argent, qui va finir par nous faire payer par les impôts. Ce que je veux dire... On comprend bien vos critiques, je finis d'une phrase. mais qu'est-ce qu'on fait? Je finis d'une phrase. Ce que je veux dire... justement, je vais y arriver. Ce que je veux dire, c'est que ma philosophie, c'est le contraire de ça. Pour moi, le pouvoir d'achat, ce n'est pas ce que l'État vous donne, mais c'est ce que l'État ne vous prend pas. Et donc, si vous voulez, on arrive à qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les impôts et les charges. On baisse les charges sociales. Ça aussi, c'est de la dette en plus. Hein. Comment? 150 milliards de déficit, si on baisse les impôts, c'est de la dette en plus. Vous avez tout à fait raison. Donc dans ce cas-là, il faut réduire les dépenses. Il faut réduire les dépenses sociales. On a 800 milliards de dépenses sociales. Vous savez que sur 1000 euros d'impôts, on dépense 576 euros pour les dépenses sociales. C'est colossal. Les retraites, etc., etc. Les retraites, on l'a déjà fait avec l'augmentation de l'âge de la retraite. Bon, c'est une façon de réduire les dépenses de retraite. Il faut, je l'avais dit pendant la campagne, réduire, mais on va en parler sur la loi immigration, les dépenses de solidarité nationale aux étrangers. Je pense qu'il faut lutter contre l'assistanat. Il faut lutter contre l'assistanat parce que tout ça, et il faut faire un audit, selon moi, des dépenses de l'État et des dépenses des collectivités locales. Je veux dire, on ne s'en sortira pas sans une réduction du périmètre de toutes ces dépenses. J'entends ça depuis 30 ans, hein, comme vous. Vous avez tout à fait raison, tout le monde même depuis dit. 40. Je voudrais rester un instant là-dessus. Vous comprenez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. L'aspect salaire n'est-il pas important? Un chiffre est paru récemment, 17,4% des Français sont payés au SMIC. Jamais il n'y en a eu autant, jamais. Hein, ça représente plus de 3 millions de personnes chez les salariés du secteur privé. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur la faiblesse des salaires en France? Cher François Lenglet, c'est un sujet fondamental. Je ne cessais de le répéter pendant la campagne. Nous sommes un pays de faibles salaires. Nous sommes un pays qui a vraiment beaucoup perdu en termes de salaire. Les petits comme les moyens. C'est-à-dire, il ne faut pas se leurrer. Nous vivons une smicardisation des salariés français. Vous avez dit ce chiffre 17%. 17,4. Il faut dire qu'il y a 10 ans, il était de 9,8. Il était inférieur. Et en vérité, on peut même aller jusqu'à un tiers des salariés, puisque les gens qui sont célibataires avec le côté progressif de l'impôt sur le revenu, ils sont en fait dans les mêmes eaux. En vérité, on avait une structure sociale qui était 20% de gens très aisés, 60% de classe moyenne et 20% de classe modeste. Aujourd'hui, on est à 30% de classe modeste et 50%, et on va vers 40-40 en vérité. Alors où est le levier pour inverser ça? Je vous le répète, baisse de charges sociales. Vous pensez que ça suffit? Moi, je crois que c'est fondamental. Obliger les entreprises également. Baisse de charges sociales, parce que les entreprises, si vous voulez, j'ai beaucoup discuté pendant la campagne avec des patrons, petits, moyens, gros. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent tous la même chose. Ils me disent, moi, j'aimerais beaucoup augmenter tel salarié qui travaille bien, etc. Mais vu ce que ça me coûte, si on ajoute les charges sociales, alors là, c'est pas possible, je peux pas les augmenter. Moi, je pense qu'il faut baisser les charges sociales. Et pour baisser les charges sociales, il faut baisser les dépenses sociales et les dépenses en général de l'État. Vous savez, on est un pays quand même, un État quasiment communiste. On est à 50... Nicolas, je vous vois sourire. On est à 57% du PIB pour les dépenses publiques. On va arriver vers 60%. On en vient. Il y a 2 ans, c'était 60. Et ben voilà. Donc, si vous voulez, là, on voit bien qu'il faut réduire. C'est une évidence pour moi. Éric Zemmour, une vague de grand froid s'annonce sur toute une partie du pays. Des températures à moins 10 degrés ici même dans la capitale sont annoncées. C'est le jour où la ministre de la Transition énergétique détaille un projet de loi sur la souveraineté énergétique qui doit notamment tracer la voie vers une France libérée des combustibles fossiles. Et donc, cette annonce d'aller au-delà du nucléaire, des 6 premiers EPR. Nicolas, sur le sujet. Oui, on passerait, selon elle, de 6 EPR à 8 supplémentaires, ce qui nécessite quand même des investissements considérables, dont on a déjà vu d'ailleurs qu'ils pouvaient être largement dépassés. Mais ma question va au-delà, c'est est-ce qu'au fond, on ne se lance pas à fond et peut-être trop dans le nucléaire en négligeant les énergies alternatives? Je sais que vous n'êtes pas un partisan des éoliennes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais n'empêche, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ses œufs dans tout le... Voilà.
Vous connaissez ça. Très bien, non, c'est une question tout à fait légitime. Alors, je n'ose plus dire, François Lenglet va me faire les gros yeux, mais pendant la campagne présidentielle, j'avais proposé justement la création de 14 centrales nucléaires. Vous voyez, 6 plus 8. Donc, je ne vais pas critiquer. Vous êtes l'inspirateur du gouvernement sur tous les sujets. Vous voyez, en fait. Oui, depuis le début de cette émission, Voilà, c'est ce que c'est là. Vous avez découvert. Mais je vous assure que c'est vrai. Non, mais c'est pour vous dire que je ne vais pas critiquer cette décision. Évidemment, ça serait ridicule et malvenu. Donc, 14 centrales nucléaires, je trouve ça très bien. Je pense effectivement que nous avons avec le nucléaire, 1, une énergie nationale, 2, une énergie peu carbonée, c'est la moins carbonée, on le sait maintenant, et 3, une énergie que nous produisons pas chère. C'est relatif, bien sûr, puisqu'il faut des investissements, vous l'avez dit, mais à côté du prix du pétrole, du gaz, etc., c'est pas cher. Maintenant, vous me posez la question des éoliennes et des alternatives. Moi, j'ai un énorme problème au-delà du côté esthétique, qui n'est pas rien, mais enfin quand même. C'est pas le moteur, mais c'est quand même un sujet important. Mais oublions ce sujet esthétique. C'est que, vous savez, le gros problème des éoliennes, c'est que c'est une énergie alternative. Ce n'est pas en continu. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolienne, en effet. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolienne. Intermittent. Oui. Donc, le problème, il y a un double problème. C'est que d'abord, il n'y en a pas tout le temps. Mais surtout, ça on le dit, mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que quand il y a du vent, on arrête les centrales nucléaires pour faire passer l'électricité venue des éoliennes parce qu'on ne peut pas stocker l'électricité. Et donc, c'est une des causes, ce n'est pas la seule, je vous l'accorde, mais c'est une des causes des problèmes qu'a connu les centrales nucléaires ces dernières années, parce que, vous savez, c'est pas un moteur de voiture, l'énergie nucléaire. Donc, quand on l'arrête, on ne peut pas l'arrêter, le reprendre, etc. Donc, je crois vraiment que c'est dangereux pour notre système électrique. Voilà pourquoi, au-delà du problème esthétique, je suis vraiment très rétif à l'énergie des éoliennes. Éric Zemmour, à ce stade de l'émission, abordons ensemble la loi immigration, ses conséquences, un projet de loi voté, adopté avant les fêtes de Noël. Ce matin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, chez nos confrères d'Europe 1, estime qu'il y a environ 10 000 personnes par an qui pourront bénéficier de la régularisation dans les métiers en tension. Sujet on ne peut plus, sujet à débat et qui a fracturé là aussi la majorité. Sur le sujet, Nicolas Domenech. Oui, 10 000 personnes par an, finalement c'est assez modéré comme chiffre. Quand on songe à Giorgia Meloni, qui elle voulait d'ailleurs tout arrêter à un moment pendant la campagne d'immigration, qui maintenant annonce 452 000 immigrés d'ici 2025 pour répondre au manque de main-d'œuvre. En Italie, précise. En Italie, oui. Donc vous en dites quoi là ? Qu'est-ce que j'en dis ? Oui. Cette modération est... Alors d'abord, ce que je constate, c'est qu'une fois la poussière retombée, la poussière médiatique, le grand théâtre antifasciste, comme disait Lionel Jospin jadis, une fois que le théâtre antifasciste a fermé, on voit qu'est-ce qui reste de cette loi. Et ça, vous l'avez très bien dit, il ne reste de cette loi que la régularisation de clandestins. Vous me dites 10 000. Je n'ai pas dit qu'il ne restait. Ce ne sont pas mes mots. Mais c'est moi qui le dis. Je fais le constat. Mais c'est moi qui le dis. Vous avez raison. Vous avez dit la loi immigration. Il y a d'autres mesures prises. Comme par hasard, vous me parlez d'abord de ça. Mais vous avez raison. C'est pas un reproche que je vous faisais. Vous avez raison. C'est ce qui restera de cette loi. Et les gens qui ont voté pour cette loi, on y reviendra, ont d'abord voté pour la régularisation des clandestins. Donc, je reviens. Vous me dites 10 000, parce que c'est le chiffre donné par Darmanin. Je ne le conteste pas. Je vous dirais deux choses. D'abord, c'est à la main des préfets. Donc, en vérité, les préfets pourront être plus larges. Vous n'en savez rien et vous ne contrôlerez rien, et moi non plus. Ou moins large, également. Ça m'étonnerait. Vous savez, le préfet obéit au ministre de l'Intérieur. C'est QFD. Deuxièmement, ces gens-là, une fois qu'ils seront régularisés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire venir leurs femmes, au singulier ou au pluriel. Ils vont faire venir leurs enfants. Ils vont faire venir leur grand-mère, leur grand-père, leurs cousins, qui eux-mêmes iront chercher une femme au bled pour la ramener. Parce que vous savez, la famille, c'est sacré.
Donc comme la famille c'est sacré, les 10 000 vont se transformer très vite en 50 000. Sauf que les conditions du regroupement familial ont aussi durci dans ce texte. Oh là, terriblement, madame, terriblement. On est passé de 18 mois de séjour à 24 mois. C'est-à-dire ils passeront l'été en plus au bled. C'est horrible. Je reconnais que c'est une mesure d'une dureté dont on vraiment... il faut absolument en tenir compte. Vous avez raison, non, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Donc le regroupement familial continuera comme avant. Bon. Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. En vérité, on a mis dans la loi ce qu'on mettait jadis dans la circulaire qu'on appelait VALS, c'est-à-dire la régularisation des clandestins régulières et donc cette prime à la clandestinité. Si on élargit la focale, on comprend bien votre raisonnement. Vous nous dites, au fond, l'immigration incontrôlée menace les comptes sociaux parce que ça exerce une certaine pression sur les dépenses. Mais on se dit aussi, on est dans des pays où il y a un creux démographique important. On va manquer de bras, hein, c'est très documenté par les experts de la démographie, ça vaut d'ailleurs pour la France, mais comme la quasi-totalité de ses voisins. Quelle est votre solution là-dessus, de façon à ce que la quantité de travailleurs reste suffisante et que le nombre d'heures travaillées reste suffisant justement pour financer le modèle social français? Sur l'anglais, je répondrai à votre question, mais on va reprendre, j'imagine, sur la loi immigration. Parce que absolument. Je n'ai pas dit ce que je pensais de cette loi immigration. Mais je réponds tout à fait à votre question. C'est pas un pas de côté. Non, mais vous avez raison, c'est une question importante, mais je voulais être sûr que j'aurai le temps de revenir, c'est tout. Soyez-en sûr. Je prends des précautions, voilà. Écoutez, moi, je pense que l'immigration pose des questions et un coût énorme, vous l'avez dit, sur les comptes sociaux et sur les comptes en général. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est vous. C'est moi, absolument, c'est moi. Et d'autres. Vous allez m'accorder qu'il y a des calculs là-dessus. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est votre solution. Mais j'ai compris. Je veux vous dire que ça nous coûte beaucoup plus que ça nous rapporte. Parce que tout simplement, vous savez, 40% des étrangers extra-européens ne travaillent pas. Il ne faut jamais oublier ce chiffre, qui est fondamental, contre, je crois, 13% des Français, qui sont en inactivité. Vous avez là-dedans aussi les étudiants étrangers. Hein. Bien sûr. Donc, les étrangers, par définition, ils ne travaillent pas. Juste une nuance d'importance. Mais vous avez raison, mais je ne dis pas le contraire. D'accord. Mais c'est pour ça que je suis contre l'arrivée massive d'étudiants étrangers. Je pense que si nous avons des problèmes de ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces métiers sont souvent mal payés. Donc dans ce cas-là, il faut augmenter les salaires, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la baisse de charges. Deuxièmement, je pense qu'il faut mieux utiliser la compétence des boomers. C'est-à-dire des gens qui ont plus de 60 ans et dont le taux d'activité en France est trop faible par rapport aux autres pays. Réforme des retraites comme celle qu'a faite Macron. Absolument. Mais je pense qu'il faut favoriser... Vous bourgeoyez, ouais. Mais j'ai dit que j'étais pour. Je ne me suis pas caché derrière mon petit doigt. Bon. Vous allez plus loin, non? Je vais plus loin, pas sur l'âge de la retraite précisément, mais je pense qu'il faut permettre aux gens de plus de 60 ans de travailler davantage, quitte à aménager le travail en 2 tiers de travail, 1 tiers de repos, etc., etc. Les Japonais le font très bien. Vous voyez, ça c'est une première chose. Je pense que c'est essentiel. On vit beaucoup plus vieux qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, donc il faut en profiter. Et il y a des gens en très bonne santé qui ne demandent que ça. Moi, je pense que le travail, c'est important pour rester actif, pour rester en vie, pour rester en bonne santé même. Bon. Même jusqu'à 68, 69, 70 ans? Selon ce que voudront les gens. On peut cumuler, on doit favoriser les cumuls, emploi, retraite, etc. Vous entendez quand même que certains aujourd'hui travailleurs étrangers, intégrés, parfaitement intégrés, qui font la satisfaction de leur patron, dont leur patron veut qu'ils restent aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas là pour satisfaire les patrons. Vous savez pourquoi ils satisfont leur patron, je vais vous dire, madame. Uniquement parce qu'ils sont mal payés, c'est ça? Pas seulement. Je vais vous dire quelque chose que m'a raconté un patron. Il m'a dit, vous comprenez, quand il y en a un de malade, on peut prendre son cousin, parce que les services sociaux ne voient rien. C'est plus difficile avec un Français. Ça, c'est les petites combines de la vie de tous les jours. Vous comprenez? Et puis, je vais vous dire, ils sont intégrés. Lui est intégré. Mais lui, je répète, lui, il va chercher sa femme, ses enfants, son cousin, sa grand-mère. C'est des gens qui peuvent demain devenir des délinquants, qui peuvent même demain devenir des terroristes. On n'en sait rien. Ou des bons Français. Ou des bons Français. Ou des bons Français. Mais de plus en plus rarement.
Quand vous voyez les sondages, le dernier sondage IFOP, qui vous dit que nous avons à peu près parmi les Français, les musulmans qui vivent en France, 75%, c'est le chiffre qui revient sans cesse, de gens qui estiment que la laïcité est discriminatoire, qui sont pour la baya, qui sont contre la loi sur le voile. Quand vous avez 30% ou 40% des jeunes musulmans qui estiment que le Hamas n'a pas commis de massacre, je veux dire, là, on est à des années-lumière de la mentalité des Français. Et je ne vous parle pas de leur regard sur la religion, je ne vous parle pas sur l'intolérance religieuse, sur l'homosexualité, sur les femmes. Je ne vous parle pas de tout ça. En vérité, nous avons deux systèmes de valeurs, mais c'est tout à fait logique, puisque nous avons deux civilisations qui renforcent deux peuples sur notre sol.